et moi avons d'abord découvert la Chine au travers de l'art, la médecine traditionnelle chinoise, le cinéma bien sûr, mais notre intérêt pour le pays a pris corps par les voyages. L'une des plus anciennes civilisations au monde, territoire le plus peuplé de la planète, théâtre médiatique, politique et économique qui fascine autant qu'il effraie, la Chine demeure pourtant un mystère et sa population méconnue. 1,3 milliard d'âmes. Nous avons traversé le pays sur plus de 3500 km le long du fleuve bleu, le Yangtze, et de ses affluents. Notre voyage a été motivé par un triple désir. Le désir de découvrir les visages de la Chine contemporaine. Ces femmes et ces hommes que nous avons rencontrés au gré de notre trajet, comment vivent-ils? Quel est leur quotidien? Quels sont leurs rêves et leurs espoirs? Le désir d'explorer, de nous confronter à la complexité du pays, son foisonnement et ses contradictions sur un même territoire, au sein d'un groupe humain pluriel. Le désir d'en saisir la métamorphose à l'œuvre, puisque la Chine mue depuis 50 ans de manière exponentielle. Bienvenue à Chongqing. Point de départ de notre voyage, cette mégalopole est paradoxalement peu connue, hors des frontières du pays. Sise dans la province du Sichuan, au confluent du Yangtze et de l'un de ses principaux affluents, le Jialing, elle occupe grâce au fleuve bleu une position stratégique qui lui a toujours garanti un rôle commercial incontournable. Depuis la construction du barrage des Trois Gorges, les capitaux affluent. Le gouvernement chinois s'efforce de cloner la croissance miraculeuse de sa côte est vers l'intérieur du pays. Chongqing se rêve en Shanghai du centre de la Chine. Chongqing est un pic, un cap, une démesure totale, à faire pâlir New York ou San Francisco. Le changement d'échelle est vertigineux. C'est une ville graphique, résolument verticale. Ces forêts de gratte-ciel se disputent les mètres carrés de collines escarpées, enceintes dans les montagnes. En construction permanente, les anciens quartiers sont rasés. Les tours poussent comme des bambous. Ce gigantisme nous donne une sensation de tournis, d'ivresse. 33 millions d'habitants sur une surface équivalente à l'Autriche, un centre-ville urbain de 14 millions d'âmes, 500 000 nouveaux habitants par an, soit 1 million tous les 2 ans. Un taux de croissance à 2 chiffres depuis plus de 15 ans. Nous sommes tombés sous le charme étrange de cette ville-monde qui nous a bousculés, hypnotisés, n'a cessé de questionner notre regard. Nous nous sommes surtout attachés à ses habitants, sujets de porcelaine dans la ville éléphant. Nous découvrons les Bang Bang, des porteurs de rue qui sont l'emblème de Chongqing et qu'on ne trouve nulle part ailleurs en Chine. Les Bang Bang existent depuis plusieurs siècles. Ils sont liés à la topographie très particulière de la ville, construite tout en relief. Ils portaient les marchandises arrivant du Yangtze jusqu'au centre-ville, gravissant les escaliers et les ruelles escarpées. Travaillant exclusivement avec un bâton de bambou sur l'épaule, la plupart sont des Ming-Mong, des immigrés venus de la campagne environnante. 1,50 m de muscles, un sourire, une énergie à revendre. Nous faisons connaissance et un bout de chemin avec Yang Bangse. Venu chercher du travail à Chongqing, il est Bang Bang depuis plus de 10 ans.
Avant, je travaillais sur 2 chantiers et je gagnais peu d'argent. Je travaillais jour et nuit. Mais maintenant que je suis Bang Bang, je suis libre de mon temps et je gagne un peu plus. Lorsque j'étais dans le bâtiment, je rénovais des appartements. Je creusais le sol, j'enlevais la boue et les débris, ce genre de choses. C'est plus fatigant qu'être Bang Bang. Sur un chantier, on doit travailler tout le temps. Les Bang Bang sont très libres. Quand je suis fatigué, je peux m'arrêter pour discuter. Dès que quelqu'un m'appelle, j'arrive tout de suite. Les Bang Bang ont failli disparaître il y a une dizaine d'années, concurrencés par la prolifération des ascenseurs dans les immeubles, des scooters et des voitures, mais aussi de l'essor d'Internet et des livraisons à domicile. Yang Bangse résiste toutefois, acceptant tout type de commande. Il lâche exceptionnellement son bâton pour porter le frigo sur son dos, mais c'est qu'il fait partie de la dernière génération de porteurs de rue de Chongqing. Je serai Bang Bang jusqu'à ce que mes jambes ne puissent plus marcher. Vers 60 ans. À 60 ans, je m'arrête. Encore une dizaine d'années. Nous voici à Changsha, aux limites de Chongqing, près des montagnes. Dépaysement garanti. À l'instar des banlieues nouvelles environnantes, ces anciennes terres campagnardes ont été bétonnées depuis 5 ans dans le cadre d'un plan de logements sociaux pour les paysans. Passant du jour au lendemain des petites maisons en bois aux barres d'immeubles de 30 étages, ces anciens paysans ont beaucoup gagné en confort, mais rares sont ceux qui ont perdu leurs bonnes habitudes liées à la culture de la terre. Les champs environnants sont des jardins partagés cultivés bénévolement par les habitants eux-mêmes. Nous sommes saisis par ce contraste entre centre-ville et ruralité, synchronicité des modes de vie modernes et traditionnels. Changsha apparaît comme un décor de western contemporain. Un couple de sexagénaires en plein travail de la terre attire notre attention. Anciens paysans, ils ont été relogés dans un appartement tout neuf il y a 4 ans. Sue est aujourd'hui agent public d'entretien. Son mari est retraité. Elle nous confie que sa vie à la campagne était très dure et nous raconte l'histoire de ce changement. J'ai 55 ans. Je faisais partie de la coopérative de la commune Engongtan. À cause de la construction de la gare, tout le monde a déménagé ici. Les rues commerçantes et les anciennes routes ont été détruites. Nous louions une maison qui était très petite et nous coûtait 400 yuan par mois. Avant, c'était trop petit. Maintenant, c'est bien mieux. Nous avons un bel appartement avec 2 chambres, un salon. C'est parfait pour moi et mon mari. La campagne, c'est pas bien. On doit travailler très dur pour gagner très peu d'argent. Maintenant, je travaille maximum 8 heures par jour et je peux gagner plus de 2000 yuan par mois. C'est mieux. Quand je serai à la retraite, j'aimerais bien sortir et aller danser le soir. Oui, c'est ça que je veux.
D'un métro à l'autre, nous retournons au cœur de Chongqing, qui nous apparaît cette fois comme une ville gruyère. Nous traversons successivement le fleuve à 100 mètres d'altitude, transperçant les montagnes, survolant les échangeurs routiers de toute taille. Fait unique au monde, une ligne de métro traverse un immeuble de part en part. Dans le métro, nous croisons des jeunes filles au look étonnant. Elles nous invitent à les suivre et découvrir la convention de cosplay à laquelle elles se rendent. Des lieux révélateurs de la quête d'identité de la jeune génération chinoise. Fans de manga, de dessins animés japonais et de jeux vidéo s'y rassemblent pour partager leur passion autant que pour s'adonner à un concours géant de selfies. On adore jouer aux jeux vidéo et regarder des dessins animés. On aime beaucoup les jeux de rôle et se déguiser. Le cosplay n'est pas encore très populaire en Chine. Certains adorent, mais la plupart des adultes n'apprécient pas trop. On adore collectionner les photos. On prend des selfies de nos personnages et on se les envoie par WeChat ou QQ. C'est ça qu'on fait. La nuit Chongqing flamboie. La fée électricité donne à sa beauté nocturne et à sa démesure une dimension plus grandiose encore. La ville se trouve prise d'assaut. Ces jeux de lumière attirent des centaines de milliers de touristes. Ce soir, Chongqing séparé des feux de Las Vegas. Nous voilà pris dans une marée humaine où nous peinons à nous frayer un chemin. La foule est dense, mais l'ambiance chaleureuse. Nous quittons cette ville-monde ultime, effervescente et insatiable, depuis le pavillon Changxianmen, d'où partent les bateaux de croisière sur le Yangtze, direction Fengdu. Nous admirons l'enchaînement des façades lumineuses des gratte-ciel, des interrogations plein la tête. Combien d'énergie faudra-t-il pour alimenter une telle croissance? Où s'arrêtera Chongqing? Nous voilà à Fengdu, baignés par cette lumière diaphane et laiteuse, si caractéristique de la Chine. Navigation irréelle sur les eaux du fleuve bleu. Fengdu n'est pas une petite ville de province comme les autres. Le Yangtze y sépare deux mondes. Sur la rive nord, le monde des morts,
la ville fantôme de Fengdu, connue sous le nom du mont Mingshan, qui regroupe le siège des enfers et celui du paradis. Un lieu millénaire considéré comme le berceau chinois de la divine comédie de Dante, devenu site touristique sur la route des croisières sur le Yangtze. Sur la rive sud, le monde des vivants. Émergeant à peine de la brume du matin, la nouvelle ville de Fengdu, reconstruite en 1999 au moment de la construction du barrage des Trois Gorges, où les habitants ont été relogés après la montée des eaux en 2002. Entre les deux rives, affleurent les vestiges de l'ancienne ville de Fengdu, engloutie sous les eaux de son fleuve nourricier. Notre catharsis dans la ville fantôme commence. Mais contrairement à Dante, on monte aux enfers en téléphérique. Partout, des fantômes. Une ville fantôme toute de temples perchés dans un ciel bouché par la brume, la moiteur et les vapeurs d'un fleuve devenu boulimique. Le mont Mingshan désigne dans la mythologie taoïste le siège des enfers, un lieu de l'au-delà où résideraient les morts qui n'ont pas pu quitter le monde terrestre. La ville fantôme évoque le monde de l'invisible de la spiritualité chinoise avec ses dieux, fantômes et démons, ses tribunaux, ses prisons et ses salles de torture. Son histoire profondément syncrétique s'étale sur 2 millénaires. 27 temples témoignent des 3 joyaux culturels chinois que sont le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme. Nous devons passer, comme les âmes des défunts, par une série de 3 écueils. D'abord, il nous faut traverser le fleuve de sang en passant sur le pont des abysses. Il sépare le monde des vivants du monde des morts. Les bonnes âmes pourront traverser le pont sans encombre, bénéficiant de la protection des dieux. Les autres verront leur âme sombrer dans le fleuve de sang. Ensuite, il s'agit de se mesurer à 16 rois démons féroces pour franchir la porte de l'enfer. Les âmes impures sont emportées par les fantômes pour y être torturées. Arrivés sur le sommet du Mingshan, les âmes disent au revoir à leurs êtres chers. Il faut toutefois traverser un dernier écueil, l'équilibre. Rester 10 secondes sur un pied sur une pierre polie arrondie. Les âmes qui y parviennent pourront enfin se prosterner devant l'empereur du monde des morts. Chose insolite au Mingshan, le paradis côtoie les enfers. Si l'on peut se rendre aux enfers en téléphérique, on doit en revanche mériter son ascension au paradis. Au gré des centaines de marches qui séparent temples et Bouddhas, et au prix d'un peu de transpiration, nous observons maintes témoignages de la culture taoïste. Les 8 immortels, célèbres héros de pérégrination vers l'Est, figurent en bonne place. Une des statues relate les prémices de l'union des dynasties Shan et Zhou. Un vieux sage pêchait avec une ligne sans hameçon. Un général envoyé par l'empereur Zhou vient le consulter. « Comment pouvez-vous pêcher sans hameçon ?» Le vieil homme lui répond « Eh bien, c'est vous que je viens de pêcher. » Le vieil homme devint conseiller officiel de la dynastie Zhou, aidant l'empereur à unifier le royaume de Chine. Plus tard, ils devinrent des immortels et cette histoire fit la célébrité du Mingshan.
nous arrivons enfin sous l'immense tête de l'empereur de jade. Figure classique du taoïsme, dieu du ciel et emblème de la souveraineté depuis 2010, l'empereur de jade a subi une véritable opération de chirurgie esthétique. Il n'a pas seulement changé de tête, mais également d'identité. Les nouveaux propriétaires du site ont décidé de le renommer Roi des Enfers. Le paradis ici aussi connaît décidément une crise de foi. Au fil des époques, des conflits, des révolutions culturelles, des décideurs et des financiers, le site a été successivement construit, rasé, rebâti, transformé. Pour quitter le paradis et redescendre sur Terre, quoi de mieux qu'un toboggan de marbre sans frein? Oui, nous le confirmons, la chute est bien plus rapide que l'ascension. Qu'est-ce que la ville fantôme alors? Un témoignage de croyances religieuses et spirituelles qui ont infusé l'inconscient culturel chinois? Un outil de propagande pour favoriser les dociles et décourager les comportements mauvais promis au pire traitement aux enfers? Un business model et un Disneyland macabre tourné autour de la peur des fantômes? Nous cherchons à savoir à quoi ressemblait la vieille ville de Fengdu avant la montée des eaux. Xu Xiaoyun est né et a vécu dans la vieille ville, aujourd'hui engloutie. Âgé de 56 ans, il possède aujourd'hui 2 magasins de souvenirs dans la ville fantôme. L'un ouvert le matin, destiné aux passagers de ferry, et l'autre l'après-midi, destiné aux touristes en bus. Il nous raconte ses souvenirs d'enfance. Quand j'étais petit, je nageais dans le Yangtze. Les enfants plus âgés pouvaient prendre une planche, on attendait en amont. Le fleuve était étroit, il n'y avait qu'un seul bateau. On laissait le bateau descendre, puis on attendait qu'il remonte. Avec la planche, on s'accrochait au bateau qui nous tirait pour traverser la rivière. Oui, comme ça. C'est un souvenir qui m'a marqué. Comme tous les habitants de l'ancienne ville de Fengdu, Xu a été relogé dans la nouvelle ville. 5 fois plus grande, celle-ci offre des infrastructures nettement plus confortables. Reste nostalgique de la ville de sa jeunesse. Tout est plus confortable que dans l'ancienne ville. Les parcs, les bancs publics et les voies sont très bien aménagés. Je trouve que le gouvernement fait du bon travail dans ce domaine. Les routes et la circulation se sont beaucoup améliorées. Bien sûr, il y a la nostalgie de l'ancienne ville. Aujourd'hui, quand on rentre à la maison, boum, on ferme la porte. Avant, on prenait un bol de riz et on discutait tous ensemble, assis sur un même banc. Mais maintenant, il y a très peu de contact humain. Il n'y a que des grandes tours et plus personne ne se connaît. Avant, tout le monde restait ensemble. L'ambiance de l'ancienne ville me manque. La ville nouvelle est enveloppée par une quiétude singulière quasi spectrale. Nous semblons être seuls dans la ville. Avec le dernier rayon de soleil, les habitants apparaissent enfin. C'est l'heure de la flânerie douce, sur les bords du Yangtze.
Pluie, nuages et brumes se confondent à hauteur de flottaison. Parfois, un bout de montagne s'extirpe de la chape blanche. Nous naviguons sur le Yangtze, comme sur un lac dont on ne voit pas les confins, lévitant entre ces moments suspendus dans les nimbes, îles flottantes karstiques. Sous l'eau, gisent des dizaines de villes englouties, mais nous n'en voyons pas les traces. Décidément, les fantômes de Fengdu continuent de nous suivre jusque dans les Trois Gorges. Les Trois Gorges, ou Sangxia, sont un canyon pittoresque qui s'étend sur plus de 200 km. Un des berceaux de la culture chinoise, elle commence dans le Sichuan pour se terminer dans le Hubei. À leur sortie est construit l'immense barrage des Trois Gorges, dont la retenue les a partiellement noyés. Nous nous arrêtons pour explorer les trois petites gorges. La gorge Longmen, Bawu et Ditsue, inaccessibles aux bateaux de grande taille. Nous devons débarquer et prendre 2 bateaux consécutifs. D'abord un bateau de moyenne taille, puis une toute petite barque de bois, dont la bâche de plastique nous protège discutablement d'une pluie battante. Avant la construction du barrage des Trois Gorges, les 3 petites gorges étaient aussi étroites que notre barque de bois, d'une largeur de 3 à 4 mètres environ, et l'eau y était peu profonde, entre 1 et 3 mètres, nous dit-on. En certains endroits, les locaux pouvaient traverser à pied, l'eau n'arrivant qu'à hauteur des genoux. Aujourd'hui, l'eau est montée de plus de 100 mètres, métamorphose fulgurante d'un paysage intemporel. Les locaux nous disent aussi que le gouvernement a offert des compensations aux habitants dont les villages ont été engloutis, sous la forme de nouvelles maisons bien sûr, mais aussi de bétail, afin de développer un peu d'élevage et une agriculture biologique. Il n'y a pas d'industrie dans le Wushan. Les seules sources de revenus y sont le tourisme et l'agriculture traditionnelle. Il est à présent interdit de couper des arbres ou de récolter des herbes médicinales dans les montagnes des Trois Gorges pour y préserver la biodiversité. Nous passons devant une petite île. En hiver, elle est totalement recouverte par les eaux, mais en été, lorsqu'elle réapparaît, les villageois se dépêchent d'y cultiver maïs, patates douces et pommes de terre. Les conditions de vie des habitants des Trois Gorges sont très dures. Ne disposant que de peu de terres cultivables, la pauvreté y est grande. La plupart se plaignent beaucoup du fait que le pays a radicalement changé. Ils regrettent les Trois Gorges d'avant, celles des peintures classiques, des montagnes célestes, profondes et mystérieuses, berceau de l'ancienne culture chinoise, où les flots du Yangtze roulaient comme des tambours aujourd'hui assourdis.
Les Trois Gorges et le barrage sont une attraction majeure pour les touristes chinois. Ils se doivent de l'avoir visité au moins une fois dans leur vie, tous sur le pont pour les selfies de rigueur. Objectif, mitrailler les 12 pics qui longent le fleuve bleu, à commencer par le pic, dit de la déesse, sans conteste le plus beau aux yeux des Chinois. La construction du barrage a considérablement transformé et assagi le Yangtze. Jeune fleuve fou et impétueux, narguant les marins aguerris, le voilà devenu un père tranquille dont l'embonpoint permet à une flotte indiscontinue de naviguer. De jour comme de nuit, les navires de tourisme croisent des navires de marchandises. Nous approchons du barrage des Trois Gorges. Ce n'est pas seulement un barrage, c'est aussi la première construction humaine qui, par la présence d'une si grande quantité d'eau concentrée en un seul endroit, modifie l'inertie de la planète et ralentit la vitesse de rotation de la Terre de 0,06 microsecondes. Une révolution verte nous attend sur les hauteurs de Yichang. À 700 mètres d'altitude, se déploie la luxuriante campagne environnante Yichang. La plantation de thé de Fu et Luo nous enthousiasme. Voilà deux cousins engagés pour leur pays et la nature, à la pointe du progrès agroécologique. Souhaitant améliorer la qualité en changeant leur mode de production, ils se sont spécialisés dans la culture du thé vert biologique depuis plus de 20 ans. Luo nous détaille leur approche. Nous produisons du thé biologique, sans pesticides, ni insecticides. Nous n'utilisons ni de parasiticides, ni d'herbicides dans la plantation. Vous voyez, au milieu du champ, il y a plein de mauvaises herbes, car on n'utilise pas de produits chimiques. Donc le thé que nous buvons est plus sûr. Luo et Fu s'inspirent de la médecine traditionnelle chinoise dans la pratique de leur métier. Tout repose sur l'équilibre fragile entre l'homme et la nature. Selon eux, l'agriculture doit produire des alicaments, des aliments médicaments, garants d'une bonne santé et de longévité. Dans le passé, l'important c'était d'augmenter la production. On utilisait beaucoup d'insecticides pour cela. Aujourd'hui, notre but n'est pas d'augmenter la production, mais d'augmenter la qualité. Donc, nous nous sommes engagés dans le bio. C'est très difficile, mais c'est notre credo. Notre rêve est de faire du thé bio dans notre région, de faire tout notre possible pour nos clients. Encore minoritaires, Fu et Luo font partie d'une génération engagée dans l'essor d'une agriculture raisonnée. Ils sont, à notre sens, le visage d'un avenir conscient et cohérent, plein de promesses.
des TGV chinois dernier cri, nous poursuivons notre trajet en direction de l'un des affluents principaux du Yangtze, le Xiang, pour gagner la ville de Changsha. Nous sommes curieux de découvrir à quoi peut bien ressembler une ville verte en Chine. Capitale de la province de Hunan, Changsha a présidé en 2016 à la création d'une nouvelle communauté urbaine écologique, le lac Meishi, laboratoire de la ville durable de demain. Le lac Meishi n'est pas un lieu touristique, mais une zone résidentielle. De prime abord, on ne s'attend pas à tomber sur un lac artificiel de 5,5 km de long, encerclé de sections d'immeubles de 40 étages, dont une grande partie est toujours en pleine construction et qui n'a donc pas fini de s'étendre. Nous sommes impressionnés par la taille des chantiers des nouveaux districts en construction. Grues orange et bâche bleue contrastent avec le gris du béton. Ça et là, des taches jaunes apparaissent, les casques des travailleurs. Le lac est un écosystème riche et complexe. Il est entouré de Yangru, une zone humide connue sous le nom de poumon vert ou rein vert de la ville. C'est à la fois une zone de loisirs, une zone d'exposition sur la biodiversité, une zone de sciences et d'éducation humide et une zone de conservation écologique. Le luxuriant jardin botanique qui ceinture le lac est un lieu de flânerie autant qu'un espace de pratique d'activité physique. Au gré d'une balade à pied ou à vélo le long des étangs où croissent les crapauds et où embaument les essences rares, les habitants peuvent même profiter d'une plage de sable fin qui fait le bonheur des enfants dans une atmosphère relaxante et privilégiée. Le lac Meishi est l'un des meilleurs endroits pour avoir un aperçu de la fulgurante transition chinoise de la ruralité à l'urbanité. Il en révèle également tous les paradoxes. En route pour la dernière escale de notre voyage. Nous approchons de l'embouchure du Yangtze, large ici d'une bonne dizaine de kilomètres. À nous trois, Shanghai! Cette ultime étape condense pour nous ici toutes les découvertes et questionnements de notre voyage. Longtemps considéré comme le symbole du capitalisme étranger, Shanghai est aujourd'hui le centre financier de la Chine. Ville de 24 millions d'habitants en constante expansion, reflet de la surpuissance chinoise au niveau international, hyper moderne, hyper consumériste, hyper connecté, Shanghai est le lieu de tous les possibles, de tous les rêves. Shanghai signifie au-dessus de la mer. Le Yangtze y achève sa longue route de plus de 6000 km avant de déverser tous les ans plus de 1000 milliards de mètres cubes d'eau dans la mer de Chine. Le Huangpu, dernier affluent du Yangtze, borde les quartiers financiers et sépare la ville en deux quartiers. Pudong à l'est et Puxi à l'ouest.
une épaisse couche de brume constituée de vapeur d'eau et de pollution mélangée se dissipe progressivement pendant la journée. Le matin, il est difficile de voir les sommets des gratte-ciels, mais la ligne d'horizon et son emblématique Pearl Tower, une des tours les plus hautes du monde, reconnaissable à sa forme de bilboquet, finissent par se laisser admirer. Le développement de la ville est historiquement lié aux puissances étrangères qui l'ont occupée durant plusieurs décennies au XIXe et au XXe siècle. Britanniques, Américains, Français, Russes et Japonais ont tour à tour tenu la perle de l'Orient. Ils ont laissé une empreinte visible sur la ville. Situé au sein de l'ancienne concession internationale de Shanghai, le Bund témoigne d'une architecture coloniale classique, hébergeant aujourd'hui grandes banques et assurances, hôtels de luxe, restaurants gastronomiques, enseignes select. Shanghai est d'abord une ville profondément cosmopolite, où l'on trouve toutes les nationalités. C'est aussi une ville de contraste, qui a su allier tradition et modernité. Épicentre de la mondialisation et siège des trésors d'un patrimoine millénaire. Au petit matin, nous observons des groupes pratiquer les arts martiaux. Ici, le Tai Chi Chuan. Les pratiquants choisissent les bords du fleuve, l'eau favorisant dans la voie taoïste l'ouverture, le nettoyage et l'équilibre du corps, de l'énergie, des émotions et de l'esprit. En contrebas, un groupe de femmes maniant l'éventail nous interpelle. Ces Shanghaïennes de souche nous expliquent qu'elles pratiquent tous les jours de 6h45 à 8h le Mulan Chuan, la boxe des fleurs, une discipline exclusivement réservée aux femmes à la croisée des chemins entre l'art martial, la danse et la gymnastique. Il y a 18 séries de mouvements. Non, 17, c'est ça, 17. Je pratique depuis 22 ans. J'ai commencé à l'âge de 50 ans et j'ai 72 ans cette année. Le plus grand changement? À ma retraite, je me sentais très seule. J'ai décidé de sortir faire du Mulan Chuan avec mes amis. J'ai beaucoup plus d'amis qu'avant. Oui, on a besoin de plus d'amis à nos âges. Des amis du même âge. Et d'une bonne santé. Oui, le corps se porte mieux. Les personnes âgées comme nous devraient faire attention et éviter de tomber par terre. Les os sont plus fragiles. Par rapport aux gens de nos âges, nous sommes plus dynamiques. Parce qu'on pratique. Le mental est meilleur aussi. En se musclant, le corps a l'air plus mince sans perdre de poids. La chair est ferme. Nous plongeons au cœur du vieux Shanghai en voie de disparition. Celui des petits commerces de rue, des habitants gouailleurs, la Chine d'avant la mondialisation. Nous sommes touchés par ces vieux quartiers de plus en plus rares, qui sont démolis à tour de bras et remplacés par des gratte-ciels, des résidences de luxe ou des immeubles de bureaux, inabordables pour les habitants qui ne sont pas dans le commerce international. Les habitants sont partagés par la perspective de la démolition. D'un côté, il y a le désir de gagner en confort grâce aux logements neufs avec eau courante, cuisine et salle de bain tout équipées. De l'autre, les petits commerçants souffrent de la perte de leur clientèle traditionnelle qui quitte l'hypercentre et part en banlieue. S'acheter un appartement est hors de portée pour la majorité des anciens habitants. Étourdis par ces temples du consumérisme,
nous trouvons refuge dans le sublime temple du Bouddha de jade. Datant de la fin du XIXe siècle, le temple fut créé pour accueillir 2 statues de Bouddha importées de Birmanie par la mer. Entièrement restauré en bois, il s'agit d'une école monastique en activité, hébergeant 70 moines à l'année. Nous nous réjouissons de trouver un tel lieu de calme et de sérénité en plein cœur de la ville, profitant d'un temps de ressourcement dans ce lieu propice à la méditation et au recueillement. Nous voilà enfin au sommet de la Pearl Tower. Nous profitons d'un coucher de soleil à 263 mètres d'altitude et d'un passage sur le plancher transparent, prétexte à un nouveau concours de selfies. Shanghai est fascinante, mais tellement mondialisée qu'elle en devient aseptisée. Où est donc passée son âme chinoise? Neutralisée par l'homogénéisation architecturale et la modernisation à l'occidentale, nous avons l'impression d'avoir vécu dans une ville aéroport telle que Jacques Tati l'avait imaginée dans son film Playtime. La brume se dissipe doucement, dévoilant l'immensité du pont qui relie l'île de Chongming, la 3e plus grande île de Chine, à Shanghai. Notre traversée touche à sa fin. Nous sommes arrivés à l'embouchure du Yangtze, près de la côte de la mer de Chine orientale. Le fleuve s'y déploie sur un vaste delta. Chongming est principalement occupé par des terres agricoles, des lacs, des étangs et la réserve naturelle de Duongtan, un espace écologique protégé. Éoliennes, panneaux solaires, pas d'industrie, pas de pollution d'aucune sorte. La pêche y est très encadrée pour garantir un renouvellement des espèces. Les bateaux ne sortent qu'une fois par an pendant 3 mois. Nous croisons majoritairement des pêcheurs qui profitent de leur temps libre. Ils sont très fiers de leur village flambant neuf et nous confient boire l'eau du Yangtze. Sous la lumière irisée du soleil qui caresse les flots, les sirènes du Yangtze gagnent la mer de Chine. Un nouveau voyage commence.